Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'invité de la mi-journée. Nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Astou Thiam. Astou Thiam, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Tout l'honneur et le plaisir pour moi d'être reçu au sein de votre plateau de la mi-journée. Et j'en profite pour saluer les auditeurs de Wolf et de votre émission. Voilà, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Astou Thiam, vous êtes membre de la convergence des cadres républicains, membre de l'APR, donc par extension membre de Benno Bokk Yakaar. Vous êtes la directrice adjointe du centre Trenmar de Dakar. Vous êtes titulaire d'un master en gestion des ressources humaines et d'un master en finance. L'actualité, c'est cette violence qui s'est emparée de l'espace politique. Aujourd'hui, le thème central de notre entretien, ce sera rôle et place des femmes de manière générale dans la politique, surtout en perspective des législatives. Mais avant d'y arriver, nous allons un peu analyser cette violence qui s'empare de la scène politique sénégalaise. Vous, en tant qu'actrice politique et en tant que femme également, femme leader, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie, Pierre-Edouard, de cette question qui touche tous les Sénégalais, en particulier les femmes. En tant que maman, au-delà d'être femme politique, mais d'abord en tant que maman, il est clair que la situation actuelle, cette tension qui existe actuellement, ces personnes qui essayent de créer une dynamique qu'il n'y a jamais eue au Sénégal, ces personnes qui essaient d'emmener de la discorde, d'emmener de la violence qu'on n'a jamais connue au Sénégal, nous met, nous, les mamans, mal à l'aise. J'ai envie de rebondir sur le fait que cette période est très mal choisie, Pierre-Edouard. Nous sommes en période bientôt hivernale, nous sommes en période de grands travaux à Dakar, mais également nos enfants vont aller vers des examens. Nous avons tout d'abord les examens, ils sont en composition en ce moment, pour ceux qui ne passent pas les examens, bientôt les examens d'entrée en 6e, puis les examens d'entrée le BFM et pour terminer le baccalauréat. Nous souhaitons pour ce pays de la stabilité, nous souhaitons de la pérennité et nous souhaitons la paix. Maintenant, en tant que femme leader, femme politique, j'invite les coalitions, j'invite l'opposition à garder raison. On a le droit de manifester. Pas uniquement l'opposition. Mais j'invite tout le monde. C'est à elle que vous imputez la responsabilité de cette escalade-là? Aujourd'hui, c'est à elle, c'est elle qui monte en escalade au niveau de la violence. Tout d'abord par les propos qui ont été tenus et que je trouve dommage d'un côté comme de l'autre et que je condamne d'un côté comme de l'autre. Et cette situation de guerre qui peut mener à une guérilla, qui peut mener à un putsch, qui peut mener à un coup d'État, nous n'en voulons pas. Maintenant, je pense qu'il faut savoir raison garder, comme je le disais. On est dans un pays démocratique, on est dans un pays laïque, alhamdoulilah. Nous avons le droit de manifester, nous avons le droit de liberté d'opinion, nous avons le droit de liberté politique, liberté de religion. Et on rend grâce à Dieu pour cela, pour ce que beaucoup de pays nous envient aujourd'hui, cette stabilité économique, cette stabilité monétaire, etc. Et il ne faut pas qu'on vienne la perturber. Maintenant, je pense que la liberté est un droit, mais seulement la liberté de l'autre est aussi importante que ma liberté. Et elle s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc, droit de manifester, oui, bien sûr. Droit d'exprimer ses opinions, son désaccord, d'accord. Mais on n'a pas le droit d'atteindre au bien d'autrui, on n'a pas le droit d'atteindre à la dignité d'autrui et on n'a pas le droit de casser et de s'aimer la terreur au Sénégal. Voilà ce que je pense. Aujourd'hui, on s'achemine vers le vendredi de tous les dangers, sans être un prophète de malheur. Mais en tout cas, les deux camps se braquent, l'opposition, le pouvoir. Pour l'opposition, le rassemblement du vendredi va se tenir avec ou sans autorisation. Le pouvoir également déclare qu'il ne se laissera pas faire, ses militants en tout cas. Finalement, comment concilier les deux positions? Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Pierre-Edouard, on doit revenir à la raison, être moins passionné, aller moins dans cette dérive de la violence. L'opposition a le droit de manifester, c'est un droit, tant que c'est accordé bien sûr par le préfet et je ne suis pas porte-parole du préfet. Maintenant, Benno Bokk Yakaar
de parti au pouvoir a également le droit de manifester. Mais tant que ça se tient également dans le respect des uns et des autres. Je ne suis pas contre la manifestation, mais ce sur quoi je suis contre, et nous sommes contre, c'est la violence. Et je pense que cela peut être résolu, cette crise peut être résolue différemment que par la violence. Et il ne faut pas aller vers la surenchère de la violence. Et la violence peut trouver ses sources également dans l'injustice, non? Mais bien sûr que la violence peut trouver ses sources dans l'injustice, je suis parfaitement d'accord. Et je condamne toute forme d'injustice. Je la condamne fermement. On doit avoir la même justice pour tous. On ne peut pas dire qu'on est un pays de droit, qu'on est un État de droit, un État laïque, un État démocratique, et accepter qu'il y ait de justice. On doit avoir la même justice pour tous. Et les femmes dans cette situation-là, parce qu'en cas de trouble, on ne le souhaite pas, mais les plus vulnérables, les plus exposés, ce sont les femmes et les enfants. Est-ce que les femmes portent plus haut, rendent leur voix beaucoup plus audible pour apaiser, pour appeler à la sérénité? Au sein de notre parti, effectivement, les femmes s'insurgent contre ce contexte de violence. Et c'est la raison pour laquelle je suis venue participer à cette émission, pour demander que l'on revienne à la raison, que l'on revienne au calme. En Wolof, on dit fitna. Le mot fitna en Wolof est tellement fort. On a du mal à le transcrire en français. Mais rien ne vaut la paix. C'est à travers la paix qu'il peut y avoir une stabilité économique. C'est à travers la paix que nos enfants peuvent aller à l'école. C'est à travers la paix que nous, les mamans, nous pouvons, et les pères de famille, évidemment, peuvent aller travailler au quotidien et apporter de quoi manger à nos enfants, leur permettre d'avoir une bonne éducation et de veiller à leur sécurité et à leur avenir. Et nous demandons à tout le monde, à tous les partis et à tout le monde, de revenir à cette situation de paix. Que l'on manifeste, que l'on aille voter tranquillement, dans la paix, et que l'on revienne dans une situation de paix, pour le bien du Sénégal et pour le bien de la population. Oui, et est-il possible d'aller aux élections dans ces conditions? Oui, il est possible d'aller dans ces conditions, Pierre-Edouard. Il est possible qu'on aille le jour du vote, que l'on aille au jour du vote, que chacun aille dans son bureau de vote et voter paisiblement, tranquillement. Ça s'est toujours fait. Il y a toujours eu des votes, un vote dans la paix et dans la tranquillité. Et cette fois-ci également, Inch'Allah, nous irons tous, le 31 juillet, voter dans la paix et dans la sérénité. Les femmes maintenant, quel devrait être à votre avis leur rôle dans ces élections qui arrivent, rôle et place des femmes? Pierre-Edouard, je vais vous donner l'exemple de plusieurs pays qui ont été en crise. Au moment de ces crises, ce sont des femmes qui ont été mises à la tête des gouvernements pour pouvoir redresser le pays. Tout d'abord, je vais vous donner l'exemple de l'Angleterre, avec la dame de fer dans un gant de velours, Madame Margaret Thatcher. Il y a également le cas de l'Israël avec Golda Meir. Exactement. C'est juste des exemples que je vous donne. Nous avons également ici, aujourd'hui, et j'en profite pour lui adresser mes chaleureuses salutations, Madame Aminata Touré. Nous avons des femmes, des femmes fortes, des femmes leaders aujourd'hui, qui sont capables de travailler et qui sont capables d'emmener une situation d'apaisement dans ce pays et d'emmener du calme et d'amener le pays au calme. Elle n'apaise pas souvent, hein, Aminata Touré. Moi, je reconnais que Mme Aminata Touré a une forte personnalité. Et ça, il faut l'admettre. Mais en même temps, c'est une femme qui est très juste. Madame Aminata Touré, qui est d'ailleurs notre tête de liste nationale, et pour cela, on remercie le président, parce que vous me demandez le rôle des femmes. Mais aujourd'hui, nous avons 11 femmes qui sont tête de liste. Vous vous rendez compte? Et une femme tête de liste nationale. Nous sommes le seul parti à l'avoir proposé. Et donc, c'est une chance extraordinaire pour nous, les femmes, aujourd'hui, non seulement de participer à ces élections, mais également de jouer notre rôle. Et notre rôle dépasse juste la massification des partis, l'organisation des réunions, l'organisation des meetings. Ça va animer, danser et repartir. Mais notre rôle dépasse là. Notre rôle dépasse cela. Il y a des femmes cadres, bien sûr au niveau de la convergence des cadres, mais au niveau des partis. C'est à ces femmes-là, aujourd'hui, qu'il faut tendre l'oreille. C'est à ces femmes-là qu'il faut faire confiance. Il faut également faire confiance à la jeunesse qui vient avec de nouvelles idées. Toutes les personnes qui étaient là depuis plusieurs années, qui ont passé la soixantaine, 70 ans, je pense qu'il est temps qu'elles fassent confiance aux jeunes, mais également aux femmes, et qu'elles se posent en tant que sages, qu'elles se posent ces personnes-là en tant que conseil, et accompagnent cette nouvelle dynamique, les femmes et la jeunesse. Est-ce que le principal défi qui se dresse sur le chemin de ces femmes-là, justement, n'est pas celui de la formation? Alors,
Au-delà de la formation, moi je dirais encore plus. C'est le recrutement tout d'abord. D'aucuns ont reproché qu'à l'Assemblée, certaines femmes n'étaient pas suffisamment formées. Mais comment d'abord ont-elles été recrutées? Et derrière, qu'est-ce qui a été mis en place pour ces femmes afin de les former? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne veulent pas faire de la politique pour plusieurs raisons. Moi, je vais vous donner mon exemple. Je suis maman de plusieurs enfants d'ailleurs que j'embrasse et qui vont me suivre tout à l'heure. Je me suis dit, je ne vais pas faire de la politique, parce que je viens d'une famille de politiciens, d'un grand-père qui a fait de la politique, d'un papa qui a fait de la politique. Et je me suis dit, quand j'ai vu toute la logistique qu'il y a derrière, tous les sacrifices que ça demande, je me suis dit, moi, en tant que femme, je ne ferai pas de la politique parce que je ne peux pas faire ça à mes enfants. Les événements qui se sont déroulés l'année dernière, au mois de mars, j'habite Mermoz, des hordes de jeunes sont passés dans mon quartier. J'ai eu peur, pour la première fois, j'ai eu peur. Et je me suis dit, moi, je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas ça pour mon pays. Je ne veux pas ça pour mes enfants. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis rentrée en politique. Mais s'il n'y avait pas eu ces événements-là, je ne serais pas rentrée en politique. Votre entrée en politique, elle est récente. Mon entrée en politique est très récente. Et elle est récente parce que les femmes doivent entrer en politique. On doit entrer en politique parce que nous avons des messages forts à porter. Parce que nous pouvons changer les choses. On a laissé les hommes faire la politique. On a vu à peu près ce que ça a donné. Mais maintenant, les femmes doivent venir appuyer ces hommes-là, accompagner les hommes pour emmener une nouvelle dynamique. On parle d'apaisement, on parle d'éducation, on parle de formation. Nous sommes porteuses des valeurs et vertus de cette société. Nous éduquons. Donc, je pense que les femmes aujourd'hui peuvent influer positivement, que ce soit au niveau des textes, des lois qui vont être votées, mais également au niveau de toutes les décisions qui vont être prises au niveau des sphères les plus hautes. Et pour cela, on doit faire confiance aux femmes. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Assemblée nationale. Certains pointent la loi sur la parité pour expliquer la pauvreté un peu des débats à l'Assemblée nationale. Au-delà de l'aspect caricatural de cette boutade-là, est-ce que cette boutade ne recouvre pas quelque chose de vrai et de véridique? Alors moi, je trouve que cette boutade, elle est sexiste. Pierre-Edouard, si vous voulez la vérité. Vous y allez trop fort là. Ben non, elle est totalement sexiste parce que qui en parle de ça? Ce sont les hommes. J'ai pas entendu une femme dire ça, ce sont les hommes qui disent ça. Et pourquoi? Ces mêmes hommes-là qui ne vont pas à l'Assemblée, qui ne vont pas voter, qui sont tout le temps absents, et ces mêmes hommes-là qui ne viennent à l'Assemblée que lorsque leur intérêt est en jeu. Donc, formons les femmes à la politique. Donnons aux femmes les moyens, les outils nécessaires de rentrer en politique. Donnons-leur la chance de pouvoir se battre et de participer au développement politique du pays. Et si nous le faisons, ben je pense que le discours sera différent. Vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de supprimer tout simplement cette loi sur la parité? Moi, je pense que c'est un bon début. Cette loi sur la parité, elle n'est pas parfaite, hein, mais c'est un bon début. Elle est tellement peu parfaite qu'on a vu les erreurs que ça a apportées au niveau des listes qui ont été rejetées, d'une partie et de l'autre. Mais c'est un bon début. Et pour aujourd'hui, je suis parfaitement d'accord avec le président pour dire que c'est la meilleure façon d'emmener à la parité. C'est la meilleure façon d'emmener à ce qu'il y ait plus de femmes dans cette sphère politique. Nous représentons 52% quand même de la population. On doit être visible, nous devons être visibles, nous devons être présentes, nous devons prendre des décisions pour nous, pour nos enfants, pour la société. Et donc, comment doit s'opérer ce choix-là pour investir les femmes? Est-ce que c'est sur la base de leur formation intellectuelle, de leur carrière intellectuelle, ou tout simplement parce qu'elles savent mobiliser? Je pense qu'il doit y avoir un peu de tout. Il doit y avoir un peu de tout. Pour certaines, effectivement, elles savent très bien mobiliser. Elles ont de la prestance, elles ont de la dynamique, elles ont des ressources, elles ont du réseau. Dans ce cas-là, accompagnons-les au niveau de la formation et emmenons-les de façon un peu plus structurée, justement sur ces listes. Maintenant, pour celles qui sont éduquées, qui ont des diplômes, accompagnons-les également pour qu'elles puissent être dans cette mouvance-là. Je pense qu'il y a un équilibre. Pourquoi la question ne se pose pas pour les hommes? Vous ne m'avez pas posé la question pour les hommes. Il y a des hommes aujourd'hui qui savent mobiliser, mais qui n'ont pas, mais qui sont pas très bien formés. Ceci voilà pour les hommes, c'est ce que vous avez dit. Il y a des hommes aussi. Hein?
sans pour être totalement féministe. Il y a également des hommes qui savent mobiliser, mais dans les deux cas, c'est la même chose. Je pense qu'il faut accompagner. Si vraiment on veut faire quelque chose pour les femmes, il faut qu'on les accompagne davantage dans la formation, dans l'organisation, dans la structuration politique. On nous a toujours promis une Assemblée nationale de rupture. Pensez-vous que la rupture sera enfin au rendez-vous pour la prochaine législature? Inch'Allah. Et vous fonderez sur quoi? Alors déjà, nous allons gagner. Inch'Allah. Et ensuite, la rupture... Les Sénégalais apprécieront, les électeurs apprécieront. Oui, on va le soir du 31, je vous appellerai. Donc cette rupture se fait déjà au niveau de notre liste. Si vous voyez la liste qui est proposée, c'est une liste qui est composée de femmes, qui est composée de jeunes à qui on a donné leur chance. Et c'est là où se créera cette rupture. Les jeunes, parlons-en. Est-ce que vous également, ce qui est valable pour les femmes, il est aussi pour eux? Est-ce que vous pensez qu'ils ont la place qu'ils méritent dans la scène politique sénégalaise? Tout à l'heure, je disais en parlant des femmes, je disais qu'il en était de même pour les jeunes. Nous devons accompagner les jeunes. Les jeunes ont toute leur place dans la société. Vous savez, le Sénégal est composé de 80% de jeunes âgés de moins de 35 ans. Mais ils doivent être représentés. Et accompagnons-les, que ce soit sur le plan de la politique au niveau de la formation, accueillons-les, écoutons-les, faisons-leur confiance. Mais au-delà de ça, je pense que le travail doit se faire en amont, Pierre-Édouard. Nous avons énormément de jeunes qui sont aujourd'hui dans une situation de pauvreté, qui sont dans une situation de déscolarisation. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis des daras. Et à la suite des daras, il n'y a pas eu un accompagnement derrière, il n'y a pas eu de formation professionnelle derrière, il n'y a pas eu de suite. Ils sont sortis des daras, on les a lâchés. Certains sont devenus tailleurs ou autres. On doit accompagner ces jeunes-là, on doit former ces jeunes-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train d'être mis en place, hein, avec l'ADER, avec le 3FPT, avec tout ce qui est mis en place, Réundaoui, etc. Tout ce qui a été... Autant de mécanismes dédiés au financement des jeunes et le problème du chômage reste entier. Alors, le problème du chômage met du temps à se réguler. Ça prend du temps. Parce que ces jeunes-là, quand on les met en formation pour 3 mois, 6 mois, 1 an ou 14 mois, 16 mois, 18 mois, je suis dans le domaine de la formation. Pendant ce temps-là, ils sont toujours au chômage. Mais nous ne pourrons apprécier les résultats qu'à la fin de la formation, quand ils seront en poste. Il y a aussi un autre problème. On a le problème des jeunes qui sortent de l'université, qui n'est pas une université professionnelle et qui se retrouvent au chômage. Parce qu'ils ne sont pas, pendant tout leur cursus universitaire, ils n'ont pas été insérés par le biais de stages, par le biais de l'alternance. Et ils sont déconnectés, malheureusement, des réalités du marché. Et donc, c'est tout un travail qui doit être fait et mis en place pour pouvoir accompagner ces jeunes-là qui ont leur place, qui ont une très grande place dans la société. Là, vous soulignez la lancinante question de l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché. Ah, mais ça, c'est clair. Mais ça, c'est clair. Et c'est pour ça que nos jeunes aujourd'hui sont au chômage. Quand un jeune a son bac, donc c'est bon, il a obtenu son bac, il est orienté. Il est orienté dans une filière qui ne lui correspond pas, dans une filière qu'il ne connaît pas, dans une filière qui ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il va devenir? Donc il va suivre d'année en année, bon gré, mal gré. Il va faire 3 ans, il va faire 5 ans. Et au sortir de là, il n'a pas d'emploi. Au sortir de là, il n'a pas eu d'expérience professionnelle. Et au sortir de là, il est au chômage. Je pense que c'est ce système-là qu'on doit essayer de revoir. Nous, je vous donne le cas du Centre Edmar de Dakar, où nous avons mis en place des périodes de stage pour nos étudiants. Nous accompagnons nos étudiants dans des entreprises pour qu'ils puissent y faire des stages. Nous mettons aussi en place des séjours d'immersion. On a mis en place un centre de langue. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui sort, ces jeunes-là, il doit pouvoir parler l'anglais pour pouvoir être valorisé. C'est sa valeur ajoutée sur le marché de l'emploi. Un diplôme plus l'anglais. Et l'université, à terme, doit arriver à ce genre de choses. C'est-à-dire former les jeunes, les universitaires, mais également essayer dans quelle mesure leur proposer une expérience professionnelle et les emmener vers une langue de travail. La langue de travail, effectivement, c'est le français, mais la langue internationale aujourd'hui, c'est l'anglais. Voilà les défis. Et pour tous ces jeunes qui sont sortis des daras ou qui n'ont pas envie de... qui ne voient pas comment s'insérer ou où s'insérer, je pense que le moment est venu que l'on réfléchisse au service, pas au service militaire, parce que ce mot-là, militaire, est un peu fort, mais au service civil. Ça peut être un service civil d'1 an, ça peut être un service civil
de 2 ans. Et ce service civil leur permettra derrière, non seulement d'apprendre un métier, d'avoir une formation. Et le Sénégal, aujourd'hui, a des centaines de terres arables au niveau de la vallée du fleuve. Ça peut être l'occasion également de développer ces parties-là et de rendre le Sénégal autosuffisant. Donc je pense qu'il y a à faire, il y a énormément à faire pour les jeunes. C'est un vrai challenge. Le président l'a bien compris, s'en est emparé de ce combat-là. Et on verra les résultats, je pense, d'ici quelques mois. Oui, sauf que là, des projets pour un retour massif des jeunes à l'agriculture ont existé, mais ils n'ont pas donné les résultats escomptés. Les jeunes préfèrent prendre des perruques de fortune pour aller chercher un hypothétique Eldorado ailleurs. Et c'est triste. Et c'est malheureux. Oui, au-delà du constat qu'il faudrait qu'on fasse. Eh bien, moi je pense, mais là encore je le pense à titre personnel, ça n'engage que Astou Thiam, que la mise en place d'un service civil pour des jeunes âgés de 18 ou même de 16 à 25 ans en situation de déscolarisation peut changer les choses. À travers ce service civil, donc ils recevront, comme je viens de le dire, une éducation, une formation, un métier. Et s'ils souhaitent devenir agriculteurs, parce que ce n'est pas obligé d'être agriculteur ou éleveur, ce n'est pas une obligation, mais on peut les former au métier dont le Sénégal a besoin. Et ces métiers-là, demain, ça peut être le métier, par exemple, de boulanger. On sait que les serrères aiment le pain. Au métier de boulanger, ça peut être le métier de boucher. Ça peut être demain le métier, on parle, le pétrole. Il y a les métiers du pétrole, il y a les métiers du gaz. Mais on ne recherche pas que des cadres aujourd'hui dans le domaine du pétrole et du gaz. On recherche aussi des techniciens. Et pour cela, il existe des formations de courte durée et on peut emmener ces jeunes-là dans ce type de formation qui nous permettra nous-mêmes de prendre la main sur nos propres ressources. Donc voilà l'intérêt de ce service civil où tous les jeunes peuvent être recensés. Donc ça commence par un recensement national et ensuite voir comment accompagner individuellement ces jeunes-là. Je sais que c'est un lourd chantier, mais c'est quelque chose qui est possible de faire. D'autres pays l'ont fait, ça a marché, et pourquoi pas le Sénégal? Et surtout qu'on travaille à une reconversion des mentalités, que les jeunes se rendent compte que tout le monde ne peut pas travailler dans un bureau climatisé. Mais ça c'est clair, hein? Ça on doit le dire haut et fort. Il n'y a pas suffisamment de place dans les bureaux pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui d'accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. De dire aux jeunes, voilà, c'est possible que vous créiez votre propre entreprise. Et pour cela, des structures existent pour accompagner les jeunes, pour accompagner les femmes à la création de leur propre entreprise. Et effectivement, c'est ce qui va leur donner de l'espoir. C'est ce qui va nous donner à nous de l'espoir et leur dire, voilà, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui en restant au pays. Votre avenir, c'est ici. Votre avenir, c'est pas de l'autre côté où il y a eu des millions de morts à cause du Covid. Votre avenir, c'est pas de l'autre côté où avant même d'arriver, vous avez 80% de mourir sur la route dans des conditions atroces. Votre avenir, c'est ici, au Sénégal. Rebâtissons tous ensemble le Sénégal. Voyons comment on peut vous accompagner. On doit donner de l'espoir à nos jeunes. On doit les écouter. On doit leur donner de l'espoir et on doit régler aussi leur situation et tout le social qui fait que ils n'y croient plus. Et globalement, que pensez-vous de la politique d'emploi du président Macky Sall, lui qui avait l'année dernière lancé le programme d'urgence Xëyu Ndaw yi, mais jusqu'à présent, l'action tarde à être, on dirait, au rendez-vous du verbe. Pour ma part, l'action est au rendez-vous. Mais vous savez, quand on démarre un projet, il faut le temps de la mise en place. Ça peut être un temps plus ou moins long selon le projet. Ensuite, il faut attendre aussi de voir le retour de ce projet. Ce fait qu'à 9h, mais c'est pas possible. Il faut que 10h au moins, entre 10h, on patienter au moins 13h. Oui, c'est vous qui avez parlé de programme d'urgence. Hein? Oui, effectivement, c'est nous qui avons demandé le programme d'urgence qui est en train d'être mis en place. Et je pense que les résultats ne seront réellement visibles que dans les prochains mois à venir. Et je suis confiante. Un mot maintenant sur la vie chère. Les hausses presque généralisées des prix. Alors ça, nous en souffrons tous. Hein. Et moi, la première, en tant que maman. Nous souffrons tous de cette vie chère. Mais on rend grâce à Dieu. Parce qu'entre 2012 et 2021, il n'y a pas eu de hausse des prix. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Covid. Alors que notre situation économique était en train de devenir florissant, le Covid est arrivé et a tout bousculé. Suite à ce Covid-là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la guerre. Pas tout, hein, le Covid et la guerre en Ukraine ne sauraient tout justifier. Mais augmentation des taux de fret. L'augmentation des taux de fret justifie tous ces produits qui sont importés, qui arrivent au Sénégal. Comment fait-on quand il y a une augmentation du taux de fret?
le président, l'État met de l'argent, injecte de l'argent pour que les prix ne flambent pas. Et d'ailleurs, c'est le cas jusqu'à présent. Mais avec la guerre en Ukraine, l'augmentation du coût du blé, de l'engrais, voilà ce qui explique également le coût de la vie. Mais je suis d'accord également que certains en profitent quand on va au marché, quand on a une tomate, quand on a tomate qui est cultivée ici, qu'on arrive, qu'on voit que le prix de la tomate a augmenté alors que c'est peut-être même cultivé dans le quartier, effectivement, ça ne se justifie pas. Nous devons être davantage solidaires. Voilà. Merci beaucoup, Astou Thiam, membre de la Convergence des cadres républicains, directrice adjointe du centre Trenmar de Dakar. Nous allons revenir juste après le journal pour la partie Wolof. Merci beaucoup. Bien sûr.